Et notre invité ce soir, c'est Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de FO. Vous publiez Les Apprentis Sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail, publié demain aux éditions Les Liens qui libèrent. On va y revenir dans un instant. C'est vraiment une immersion au cœur des négociations de cette fameuse loi travail. On va parler de l'actualité. L'actualité, c'est la gauche qui est plus que jamais divisée à 150 jours de la présidentielle. Manuel Valls a une nouvelle fois assuré aujourd'hui à l'Assemblée nationale son engagement, sa loyauté après les tensions avec François Hollande. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? L'état de ce duel ou l'état de la gauche ? Non, c'est un peu le côté cacophonique depuis quelque temps. Écoutez, il y a un président de la République, il y a un Premier ministre, les élections présidentielles c'est dans 6 mois, donc il faut tenir la barre, bien ou mal, mais il faut la tenir. Et je pense que tout le monde regarde ça un peu avec stupéfaction, quoi, de voir une telle cacophonie d'une manière générale, alors qu'il y a encore de gros problèmes, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan géopolitique. Vous avez le sentiment que la France n'est plus gouvernée aujourd'hui, Jean-Claude Mailly ? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle n'est plus gouvernée, mais il y a un point qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même du flottement et qu'on ne sait plus trop où on va. Voilà, c'est ça le problème. Une crise institutionnelle est envisageable, un affrontement Premier ministre-président ou pas ? Ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que feront l'un et l'autre. Mais je pense en tous les cas qu'au-delà de François Hollande et de Manuel Valls, on arrive aux limites d'un système constitutionnel. Avec un quinquennat, avec des rôles compliqués maintenant entre le président de la République, quel qu'il soit, et le Premier ministre, l'absence de proportionnel. Il faudra bien revenir à un moment donné sur toutes ces questions. Est-ce qu'on ne connaît pas encore les programmes économiques que vont défendre les différents candidats, ou à la primaire de la gauche, ou hors primaire de la gauche. Quels sont les grands principes qu'ils devront respecter selon vous ? D'abord, les questions qui devraient être posées selon moi pendant une campagne, c'est les questions économiques et sociales, qu'elles ne soient pas oubliées, et les questions internationales, et notamment la question européenne. Qu'est-ce qu'on veut faire demain de l'Europe ? Syndicalement, on y travaille. Il y a des positions qui sont prises par les syndicats au niveau européen sur le plan d'investissement, sur les questions démocratiques, sur la négociation collective. Voilà. Donc il faut poser le problème non seulement nationalement, mais de manière européenne. Maintenant, moi je pense, vous savez, quand je visite des entreprises ou des administrations, les gens ne me parlent pas de la présidentielle. Ils parlent de leurs problèmes concrets, comment va finir la fin du mois, est-ce que mon entreprise va avoir des difficultés, mes conditions de travail, etc. Et moi, je sens ça comme ça, mais je peux me tromper. Les gens attendent un projet, attendent du sens. Ils n'attendent pas un catalogue à l'après-vert de mesures. Et personne ne va jamais lire dans le détail les programmes des uns et des autres. Il ne faudrait pas que les politiques l'oublient. Ils cherchent du sens et un projet, d'abord et avant tout. Après, comme tout le monde le dit, et ce n'est pas original ce que je vais dire, une présidentielle, c'est aussi la rencontre entre un peuple, à un moment donné, et un homme ou une femme. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Nombreuses promesses ont été non tenues au cours de ce quinquennat. Et il y avait des promesses qui n'ont pas été faites pendant la campagne en 2012 et qui sont arrivées avec cette loi travail, cette fameuse loi travail que vous racontez dans le détail dans ce livre Les Apprentis Sorciers. Vous racontez les coulisses, vous revenez sur les dangers de cette loi. Vous dites que le plus dangereux, c'est le renversement de la hiérarchie des normes dans les entreprises. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça remet en cause fondamentalement ? Fondamentalement, si vous voulez, des accords d'entreprise, il y en a 36 000 par an en France et on en signe, FO, 90%. Donc c'est pas qu'on ne veut pas négocier dans l'entreprise, mais au-dessus de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle des conventions collectives nationales, où on arrête certaines normes, pas tout, mais certaines normes. Ça permet d'assurer un minimum d'égalité de droits entre les salariés et un minimum d'égalisation des conditions de concurrence. Si demain, ce qui est entamé, entre ouvert avec la loi travail sur la question du temps de travail. Si ça s'étend qui plus est à d'autres thèmes que le temps de travail, le salarié de la très petite entreprise aujourd'hui, il bénéficie entre guillemets du code du travail, bon ou pas bon, et des accords de branche, les conventions collectives nationales. Si on poursuit la logique de la loi travail, il n'y aura plus que le code du travail. Donc ça signifie que, comme dans d'autres pays, il y aura un effondrement du nombre de salariés couverts par des conventions collectives. Voilà. Et si on veut respecter le fait que la France est le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle, il faut maintenir les conventions collectives nationales. Lors de vos échanges avec le président de la République sur cette loi travail, vous dites clairement qu'il se montrait très flou sur ses intentions. Vous en faites un portrait assez sévère de François Hollande. C'est celui qui a le plus parlé de dialogue social tout en faisant le moins à ce sujet. Oui, écoutez, moi je prends 2 exemples. Le pacte de responsabilité en 2013, qu'on découvre à la télévision, on n'a jamais demandé notre avis, et c'est quand même pas rien. C'est 40 milliards cette année juste pour le pacte de responsabilité, plus le CICE, 3 milliards en cumul, 100 milliards en cumul sur 4 ans, et la loi travail, le projet de loi travail qu'on découvre à un moment donné dans les journaux. Donc on parle beaucoup de dialogue social, mais dans les faits, il n'a pas été tellement pratiqué. Quant à Manuel Valls, vous le jugez
très autoritaire dans ce livre? Il a un comportement, c'est un républicain certes, très attaché à la République, très attaché aux questions de sécurité et un comportement autoritaire parfois. J'avais eu l'occasion de dire pendant le conflit sur certaines de ses déclarations qu'il avait un côté pyromane. Mais le responsable, celui dans notre Constitution qui décide, sans qui rien ne peut se faire, c'est le président de la République. C'est vrai sous François Hollande comme c'était vrai sous Nicolas Sarkozy. Sous Nicolas Sarkozy, c'était clair, c'était affiché, c'était l'Élysée qui commandait. Là, c'est peut-être moins affiché, mais c'est la réalité quand même. Myriam El Khomri, elle, vous ne l'accablez pas. Vous dites qu'elle manque d'expérience, elle manquait d'expérience en tout cas. Oui, écoutez, elle devient ministre. Le dossier était déjà parti, piloté par l'Élysée et Matignon. Elle a pris le dossier en marche. Elle a fait le job, mais elle a pris le dossier en marche. C'est pas elle qui est à l'origine du projet de loi. Alors, c'est aussi le duel entre Manuel Valls et Emmanuel Macron qui explique le fiasco de cette loi travail, selon vous? Écoutez, à un moment donné, rappelez-vous, certains disaient que Emmanuel Macron pouvait prendre à la fois l'économie et le travail, ce qui n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas été influent sur le projet de loi en tant que tel. Toute la question liée au licenciement économique, c'est lui qui est à l'origine de l'inscription de ce texte dans le projet de loi. De la même manière que c'était un des pères du pacte de responsabilité en 2013. Donc même ministre de l'économie, même si théoriquement il ne suivait pas le projet, il suivait ça de très près quand même. Donc jugement très sévère sur la loi travail et jugement très sévère peut-être aussi sur le projet de François Fillon qui a été désigné candidat de la droite. Est-ce que vous allez discuter avec lui de ce programme économique qui a été annoncé dans tous les médias? Écoutez, j'ai entendu François Fillon dire qu'il avait énormément consulté. En tous les cas, il ne nous a pas consultés. S'il veut discuter, nous on est toujours ouverts. Vous le connaissez bien? Oui, je l'ai connu. Il était ministre du Travail en 2004. Comme Premier ministre, etc. Mais s'il veut discuter, on peut toujours discuter. Parce qu'il y a certains points qui vraiment posent problème. Lesquels? L'assurance maladie, par exemple. Si demain, on dit aux personnes les plus aisées, vous allez continuer à payer, mais vous n'aurez plus les mêmes droits. Vous aurez une franchise ou quoi que ce soit. C'est quoi le risque? C'est qu'à un moment, ces gens disent, attendez, nous, on paye au même titre que tout le monde, même proportionnellement plus, et on n'a pas eu les mêmes droits. Donc à quoi ça sert la sécurité sociale? Et on a autant avoir des assurances privées. On risque de remettre en cause la sécurité sociale. Et là, il est contradictoire, parce qu'il fait le contraire sur les allocations familiales, où il revient en arrière, à juste titre selon moi, et il fait le contraire sur l'assurance maladie. Donc attention, il y a un danger. Je prends cet exemple, il y a la durée du travail, il y a l'avenir des services 48 publics. 48 heures en durée... 48 heures maximales, mais ça, on ne va pas faire autrement, c'est une directive européenne. Donc ça, il n'a pas le choix. Mais sur la manière de négocier dans les entreprises, le relèvement des seuils pour les délégués du personnel. Donc pas les mal 500 000 fonctionnaires supplémentaires. Les 500 000 fonctionnaires. C'est réalisable ou pas pour vous? J'y crois pas, franchement. Ou alors, ça veut dire qui fera le travail exercé. On va passer ça au privé, c'est pas pour ça que ça coûtera moins cher. Ça fera baisser artificiellement un taux de prélèvement, mais le problème existera encore avec des inégalités en plus. Vous allez demander un rendez-vous à François Fillon ou pas? Non, pour le moment, c'est à lui. C'est un candidat comme les autres. Oui, attendez, il a un candidat déclaré. On verra, mais pour le moment, il ne nous a pas demandé. Mais on a eu déjà des contacts avec les entourages. D'accord. Est-ce que vous craignez un passage en force de sa part? Il a déjà annoncé qu'il irait vite, qu'il procéderait, s'il est élu évidemment, par ordonnance pour abroger les normes ajoutées au texte européen. Oui, je pense que personne n'a intérêt à passer en force. Alors certains disent oui, mais il aura été élu sur un programme. Mais là encore, écoutez, moi ça ne me choque pas qu'un président élu, il peut se passer des choses en 5 ans, donc qu'il soit amené à réviser ou qu'il fasse des choses qui n'ont pas été annoncées. C'est pas ça qui est choquant, surtout qu'il y ait du sens, qu'il y ait un projet. Sinon, si une fois qu'il a été élu, on ne peut plus rien dire, ça veut dire que tous les 5 ans, on élit un roi. C'est plus une démocratie. Philippe Martinez de la CGT annonce qu'il y aura un 3e tour social si c'est François Fillon qui est élu. Vous serez de la partie? Non, mais franchement, j'en sais rien. Il y a là, on est dans des primaires qui viennent de se terminer d'un côté. Il va y avoir des autres primaires. Est-ce que le programme du candidat à la présidentielle va être la même chose? On est prudent. Donc, une chose à la fois. Moi, on verra comment les choses se passent. Quand Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, compare François Fillon plutôt à Schröder qu'à Thatcher, qu'est-ce que vous dites? Il est entre les deux, selon vous? Non, dans le programme, en tous les cas, il est plus côté Thatcher, de mon point de vue. Mais puis quand Pierre Gattaz dit du bien comme ça a plutôt tendance à m'inquiéter qu'autre chose. Airbus. Mais c'est quand même c'est quand même incroyable, Pierre Gattaz, qui va en Chine, qui quitte un pays communiste, la France, pour aller dans un pays libéral, la Chine. Comme je dis, j'attends son petit livre rouge. Airbus, le gouvernement annonce qu'il veut épauler les salariés touchés par la restructuration qui va entraîner 1164 suppressions de postes en Europe. C'est ce qu'a dit le secrétaire d'État à l'industrie Christophe Sirugue. Vous le croyez? Écoutez, c'est ce qui est annoncé. Moi, vous savez que sur le territoire national, Force ouvrière est la première organisation dans le groupe Airbus. Donc mes amis sont très attentifs. On a dit déjà qu'ils n'accepteraient pas des licenciements secs. Ils vont regarder les choses. Ça, c'est pas acceptable. Qui plus est sur un groupe qui a
là un carnet de commandes sur pas mal d'années. Donc on va être très attentif dans les discussions avec la direction, comme nos camarades allemands le seront également en Allemagne, pour qu'il y ait personne laissé sur le carreau. Donc c'est la ligne de conduite qu'ont choisi mes camarades. Donc on verra dans les semaines à venir ce que ça donnera. Mais comment on explique un carnet de commandes plein et 1164 ? Parce que toutes les entreprises aujourd'hui sont à la recherche permanente d'une meilleure rentabilité. Donc comme il y a eu des jonctions, il y a des synergies. A priori, ce n'est pas dans la production, c'est plus dans les services administratifs. Mais là encore, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y aura vraisemblablement des départs en retraite non compensés. Il va y avoir de la mobilité, mais ce qui ne serait pas acceptable, c'est les licenciements secs. Demain, les 15 salariés d'Air France impliqués dans le procès de la chemise arrachée seront fixés sur leur sort. Le procureur a requis de 2 à 4 mois de prison avec sursis pour certains et jusqu'à 1 000 € d'amende pour les autres. Est-ce que, comment une condamnation, et quelle condamnation, est-ce que ça serait un mauvais signe envoyé aux syndicats ? Oui, moi je pense que ça ne justifie pas une condamnation. Ce n'est pas des pratiques que l'on recommande, c'est clair. Ce n'est pas non plus un drame. Vous savez, il y a ça a justifié une absolution ou pas ? Pour moi, oui, ça justifierait. Écoutez, vous savez, on a quelques cas aujourd'hui où des salariés, alors que les plaintes sont retirées, il y a des procureurs de la République qui continuent on a eu des cas, on a aussi, nous, quelques cas suite aux manifestations de la loi travail. Il n'y a rien eu de cassé, etc. Donc, attention, il ne faut pas jouer avec le feu. On ne préconise pas les actes de violence, c'est entendu, mais il ne faut pas non plus que de l'autre côté, on fasse trop fort. Mais est-ce que ce n'est pas jouer avec le feu aussi, avec des électeurs français qui demandent de l'autorité, qui demandent que les règles soient respectées ? Oui, mais attendez, quand les règles soient respectées, oui, ça aurait été bien tenir sur la loi travail que le gouvernement respecte le code du travail. Ça aurait été une façon de respecter les règles aussi. Donc vous demandez une relaxe, qui serait une mesure de justice et d'apaisement ? Oui, au titre de justice, oui, et d'apaisement. Je ne dis pas que c'était bien, mais ce n'est pas un drame non plus. Ça ne justifie pas les peines encourues. La campagne présidentielle va démarrer, ou elle a déjà démarré. Jean-Claude Mailly, on a compris ce que vous dites à travers ce livre, Les apprentis sorciers. Quel message vous pourriez dire est donné aux candidats, à tous les candidats qui sont dans les écuries en ce moment et qui se préparent ? Qui donne un projet, qui donne un sens et qui n'oublie pas qu'une fois que l'élection est passée, après, il faut diriger le pays. Et on ne dirige pas le pays sans discuter, sans négocier, sans consulter. C'est le b.a.-ba, je veux dire, d'une démocratie. Parce que ces tendances-là sont à l'œuvre en Europe. Il n'y a pas qu'en France où on a tendance à vouloir passer au-dessus des discussions et de la négociation. Un dossier ne se règle bien et ne se gère bien que s'il a été discuté et si on arrive à trouver un compromis. C'est quand même la meilleure des choses. Sinon, c'est du passage en force et il y a toujours à un moment donné un effet boomerang. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, d'être venu ce soir sur RTL. Dans un instant, la météo et le journal de 19h30 avec Caroline Delage. À tout de suite sur RTL.